pour défendre leur identité et leur territoire. Bernard Hinault se rachète dans la capitale du cycle. Il remporte l'étape de Saint-Étienne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Celui qu'on n'attendait pas, eh bien, il se nomme Didier Flament et il a conquis de haute lutte le titre de champion du monde de fleuret. Cela s'est passé à Hambourg, en Allemagne. Didier Flament a 27 ans et demi, il est originaire de Tourcoing et il nous a paru équitable, sans excès de chauvinisme, de vous le présenter d'emblée. Le voici. Allez. Rarement une finale a été aussi longue. Didier Flament est à gauche. Il arrive ici à la fin d'un marathon de plus de 3 heures dans cette finale avec barrage. Il est opposé au Roumain Mihail Tiu, un peu déconcentré. Il a auparavant battu le champion sortant Romankov. C'est le dernier assaut, il va décider du titre. Didier Flament est champion du monde. À l'heure où l'on commençait à se poser des questions sur l'avenir du fleuret français, le titre mondial vient à point nommé pour relancer cette spécialité qui, de tout temps, a été la perle de l'école française. C'est le 5e Français champion du monde de fleuret. Regardez ce dernier assaut au ralenti. Flament, nous l'avons dit, à 27 ans, c'est un magnifique styliste qui pêche parfois par excès d'émotivité. Il a su vaincre son anxiété, et relance ainsi le fleuret français. Il se souviendra en tout cas de cette Marseillaise jouée pour lui le 14 juillet à Hambourg. Et ce soir se déroulent les épreuves de fleuret pour les dames, toujours à Hambourg. Pourquoi ne pas espérer une nouvelle médaille? Résultat dans notre dernière édition. Jimmy Carter à Berlin, c'est le 3e président des États-Unis à venir dans l'ancienne capitale allemande et à visiter le mur. Les deux autres sont John Kennedy en 1963 et Richard Nixon en 1969. On se souvient de la phrase de Kennedy il y a 15 ans, « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois. Eh bien tout à l'heure, Jimmy Carter, en arrivant lui aussi, a prononcé sa petite phrase historique. The eyes of all people are upon you. Was immer sei, Berlin bleibt frei. Des Berlinois émus à leurs fenêtres, des policiers populaires est-allemands attentifs de l'autre côté de la ligne de démarcation. C'est l'audience qu'avait le président Carter à son arrivée devant le mur de Berlin. Depuis sa construction, la visite de Berlin et le pèlerinage au mur fait partie des devoirs quasi obligatoires des présidents américains. Malgré des relations Est-Ouest où l'on parle de plus en plus de fraîcheur et de moins en moins de détente, l'arrivée du président américain n'a pas le côté pathétique, voire dramatique, de voyage comme celui du président Kennedy au plus fort de la guerre froide. Cette visite du mur de Berlin par le président américain, c'est une façon de confirmer solennellement que la sécurité de Berlin, de l'Europe, est indissociablement liée à celle des États-Unis eux-mêmes. Et ce signe a bien entendu été particulièrement apprécié par les Berlinois. Sur un autre plan, plus général, cette visite berlinoise, c'est également une façon de faire l'éloge de la liberté et de répondre indirectement au procès intenté actuellement à l'Est aux dissidents, et notamment aux dissidents soviétiques. Ces procès, le président américain les a d'ailleurs condamnés très fermement hier à Bonn. Une innovation par rapport aux visites berlinoises des prédécesseurs de Jimmy Carter, le chef de la Maison-Blanche a tenu à avoir un contact direct avec des Berlinois afin de répondre à une population qui, au gré du climat politique entre l'Est et l'Ouest, passe de l'espoir à l'angoisse. Après que l'on se soit repris à douter des États-Unis dans un pays qui a 1100 km de frontières communes avec l'Est, Jimmy Carter entend en effet démontrer que les États-Unis sont prêts à assurer leurs responsabilités en matière de défense. Cela malgré ou en dépit des discordances et frictions qui se manifestent de plus en plus clairement entre Américains et Allemands, notamment sur le plan économique et monétaire.
Alors, sa visite officielle en République fédérale achevée, le président Carter participera demain et lundi au 4e sommet économique de Bonn. Ce sommet réunit les chefs d'État et de gouvernement des 7 pays les plus industrialisés du monde occidental, États-Unis, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Canada et Japon. Et d'ailleurs, le Premier ministre japonais, M. Fukuda, avant de se rendre à Bonn, a rencontré ce matin le Premier ministre français Raymond Barre. On sait que toutes les questions internationales ont été abordées au cours de cet entretien, notamment les relations entre le Japon et l'Europe et la préparation du sommet de Bonn. Les entretiens ont été qualifiés d'extrêmement cordiaux par l'hôtel Matignon. De quoi sera-t-il donc question à ce sommet de Bonn? Eh bien, il s'agit, rappelé récemment M. Giscard d'Estaing, de faire un effort en commun pour relancer l'économie mondiale et faire diminuer le chômage. Chômage qui touche plus de 17 millions de personnes en Occident. La crise économique, d'après M. Giscard d'Estaing, résulte du mauvais équilibre des échanges entre les grands pays et le chef de l'État avançait récemment dans une interview au Monde 2 remèdes, la réduction des importations américaines de pétrole et la réduction de l'excédent commercial japonais. Le commerce extérieur sera aussi au centre des conversations. C'est pourquoi Hervé Claude a demandé à Jean-François Degnaud, le ministre français du Commerce extérieur, ce qu'il pouvait attendre de concret de ce sommet de Bonn, auquel il va aussi participer. Nous sommes précisément pour le moment dans des négociations commerciales mondiales avec les États-Unis, le Japon et les autres pays. Mais les principaux partenaires de l'Europe, c'est bien évidemment les États-Unis et le Japon. Et nous avons un certain nombre de problèmes, dont l'un est de ne pas laisser le monde se laisser entraîner dans du protectionnisme systématique, parce que ce n'est pas notre intérêt, et notamment ce n'est pas l'intérêt de la France, qui est devenue le 4e exportateur mondial, et qu'un Français sur 5 vit maintenant des exportations. Donc nous n'avons pas intérêt à un développement du protectionnisme dans le monde. Nous avons intérêt à un développement des échanges internationaux, mais pas n'importe lequel. Il faut que ce soit équilibré, il faut que nous ayons un accès véritable, et pas seulement en parole, aux grands marchés américains et japonais, et il faut que nous arrivions à un meilleur équilibre sur le plan mondial. Alors c'est une des questions qui sera sans doute évoquée aussi à Bonn, et qui finalement a une importance concrète pour chacun de nous. La décision de la compagnie aérienne américaine United Airlines de préférer le Boeing à l'Airbus dans un proche avenir a quand même jeté un coup de froid dans les milieux aéronautiques français et allemands, les constructeurs de l'Airbus. On avait pu espérer que United Airlines suivrait l'exemple d'une autre compagnie américaine, Eastern Airlines, qui elle a pris des commandes fermes de l'avion franco-allemand. Et on se plaît à croire qu'Eastern Airlines ne reviendra pas sur sa décision, elle. Le Boeing 767 est un avion de 200 places comme son concurrent l'Airbus B10. Ce dernier est obtenu en raccourcissant le fuselage de l'Airbus actuel. Boeing devait annoncer le lancement du 767 en septembre. La décision, prise cette semaine par les Français et les Allemands de lancer le B10, a précipité les pourparlers avec United. On s'inquiétait aux États-Unis du succès de l'avion européen, 139 commandes et options auprès de 15 compagnies. Là-dessus, 4 de ces compagnies choisissant 60 Airbus B10, cela signifie 200 Airbus assurés. La compagnie qui a commandé le plus d'Airbus est Eastern Airlines, autre compagnie américaine. 23 B4 et 25 B10. Les gouvernements européens subventionnent Airbus, accusent des parlementaires aux États-Unis. Il faut le pénaliser de 30% de taxes. Boeing, en tout cas, qui fournit les 3/4 des avions civils mondiaux, ne pouvait laisser passer un deuxième contrat avec United Airlines, la première compagnie mondiale. United doit remplacer 260 de ces avions. Elle a acheté en même temps à Boeing 30 767 et 30 727, soit 7 milliards de francs, le plus important contrat jamais conclu. Les hésitations de Boeing, pensent les experts, risquent cependant de lui faire perdre 10% du marché d'avions civils hors des États-Unis. Car Boeing jusqu'ici a tout construit, du plus gros, le 747, au plus petit, le 737, en passant par les 707 et 727. En tout, quelques 3500 avions, dont plus de 1500 avec le 727. Un absent dans cette gamme, l'avion de 200 places, dont le marché est lui aussi de 1500 d'ici à l'an 2000. L'industrie américaine, qui a fait entrer plus de 23 milliards de devises l'an dernier, 2 fois plus que la France, vient donc de réagir au défi que lui avait lancé Airbus. On est déçu mais pas surpris à Airbus Industrie, où l'on savait que la partie serait difficile. Une inquiétude toutefois, une vingtaine de Caravelle avaient été vendues à United précisément, et la compagnie était parvenue à les remplacer par des avions américains. On espère que malgré les pressions financières et politiques,
Eastern Airlines respectera son contrat. Les Indiens campent aux portes de Washington après une marche dans une bonne partie des États-Unis. Les Indiens sont en effet en colère parce qu'on menace de leur prendre leurs terres et de mettre fin à leur identité culturelle. Le Congrès américain doit prendre des décisions prochainement et avant qu'il ne soit trop tard, les Indiens ont voulu non pas déterrer la hache de guerre, mais attirer l'attention sur leur malheur. Des confins du Nouveau-Mexique aux rives de la Californie, ils ont franchi à pied des milliers de kilomètres. Natchez, Navajo ou Cheyenne, partis voilà 5 mois à la conquête de l'Est. 500 Indiens qui planteront demain leur tente devant la Maison-Blanche parce qu'encore une fois, disent-ils, on veut leur voler leurs terres. Leur marche, la plus longue marche, comme ils l'ont baptisée, est dirigée contre 11 projets de loi déposés au Congrès, des textes qui demandent entre autres l'abrogation des anciens traités, c'est-à-dire l'abolition des réserves indiennes et bien souvent la suppression de leurs droits de chasse ou de pêche. Il ne reste aux États-Unis qu'1,5 million d'Indiens, mais plus de la moitié vivent encore très pauvrement en général dans ces sortes d'enclaves que sont les réserves, loin des villes, du monde développé, loin d'une société américaine dont ils ne veulent pas copier les mœurs. Les anciens traités leur accordaient près de 12% du territoire américain, la plus grande partie leur en a été rachetée bon gré mal gré, souvent pour une poignée de dollars. Or, ce qu'il leur reste aujourd'hui excite bien des convoitises. Le sous-sol de leurs réserves recèlerait 70% de l'uranium américain, sans parler du charbon ou du pétrole. Si les traités sont abrogés, nous serons livrés pieds et poings liés aux grandes sociétés et nous ne tarderons pas à disparaître. Ce n'est pas un cri de guerre, c'est un cri d'angoisse. The reason that the government is trying to abrogate our treaties is so that they can legally, supposedly, take away our land. However, legally, si le gouvernement veut faire abroger nos traités, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent nous prendre nos terres légalement. Mais légalement, ces traités sont régis par le droit international. Le gouvernement, le Congrès ne peuvent pas décider seuls sans tenir compte des aspirations de la nation indienne. Si on dit que nous ne représentons plus une nation, c'est justement pour pouvoir décider à notre place. Mais nous savons que de telles décisions ne profiteront qu'aux multinationales et qu'aux investisseurs étrangers. Voilà pourquoi il faut que tout le monde sache la vérité, que l'on veut nous dépouiller de nos terres, faire disparaître notre manière de vivre et nous imposer une identité qui nous est tout à fait étrangère. Près de 10 000 sympathisants de la cause indienne sont attendus demain à Washington et mardi une délégation sera reçue par le vice-président Mondale. Ni dissidents, ni figurants, ni écologistes, les Indiens veulent jouer leur propre rôle, montrer qu'ils sont vivants et prier l'Amérique de ne pas ajouter encore à son péché originel. Indignation et réprobation se sont élevées un peu partout dans le monde après les condamnations des dissidents soviétiques Sharansky, 13 ans de détention, ainsi que Gainsbourg et Piatkus. Indignation aussi parce que les autorités soviétiques font l'amalgame entre dissidents et espions véritables. Le président Carter, qui a été, on vous l'a dit, l'un des premiers à réagir, espère pouvoir obtenir une réduction des peines en échangeant quelques années de liberté contre des détenus soviétiques, des agents soviétiques qui sont détenus aux États-Unis. Les 9 Européens se concertent également pour éventuellement faire connaître leur réprobation ensemble. 12 mathématiciens français, parmi lesquels les professeurs Cartan et Laurent Schwartz, ont décidé de ne plus se rendre en Union soviétique pour les congrès scientifiques. Ce ne sont que quelques exemples, mais la question qui se pose, Jean-François Kahn, c'est est-ce que cela sert à quelque chose? Mais écoutez, ça dépend. Quand une campagne est purement partisane, disons, lorsque seule la droite se mobilise pour dénoncer ce qui se passe en Union soviétique, ou lorsque seule la gauche, ou lorsque seuls les communistes se mobilisent pour dénoncer ce qui se passe au Chili, alors l'expérience prouve que cela n'a pas beaucoup d'impact, c'est vrai. Mais en revanche, lorsque les clivages idéologiques sont dépassés, lorsque, comme aujourd'hui, on voit la droite et la gauche, des communistes et des conservateurs, des réactionnaires et des gauchistes dépasser leurs propres opinions et découvrir qu'une victime est une victime, quelle que soit l'idéologie dont se parle le bourreau, alors là, l'expérience montre que la protestation peut être très efficace et peut éviter le pire. Mais Jean-François Kahn, est-ce que concrètement, on a vu que des protestations comme ça aient servi à quelque chose, concrètement? D'abord, concrètement, vous savez, déjà, il y a un homme dont personne ne s'occupait dans ces procès de Moscou. Personne n'en avait entendu parler, il n'y avait aucune mobilisation populaire. C'est le cas d'Anatole Filatov. Il a été condamné à mort. Oui, mais on dit que c'est un espion véritable. C'est un espion véritable, mais Sharansky a été accusé par les soviétiques aussi d'être un espion.
Et puis je prends un autre exemple récemment, plutôt il y a quelques années. Rappelez-vous, à Leningrad, un groupe de juifs dissidents avait été condamné à mort pour avoir eu l'intention, simplement l'intention de détourner un avion. Il y a eu une mobilisation internationale, les communistes ont participé, eh bien, finalement, ils ont tous été sauvés. Puis vous savez, ça dépasse un peu le cas de l'Union soviétique. Regardez ce qui se passe dans le monde. L'opinion internationale s'est émue récemment à propos du Chili et à propos de l'Argentine. Prenons ces deux cas. Eh bien, le résultat, c'est que dans ces deux pays, effectivement, les gouvernements ont dû tenir compte de cette protestation internationale. On assiste un peu actuellement à un début de détente. Alors qu'il y a d'autres pays où les violations des droits de l'homme, il faut bien le dire, ne suscitent pas la réprobation universelle parce qu'on n'est pas au courant, parce que c'est des petits pays, parce que c'est loin. Je pense par exemple à la Chine communiste, ça c'est un grand pays, mais peut-être les gens sont-ils pas au courant, où on fusille pour délit d'opinion. Je pense à l'Iran, je pense au Nicaragua, où il se passe actuellement des choses horribles. Je pense à un petit pays en Afrique qui s'appelle la Guinée équatoriale, où il se passe des choses épouvantables. Personne s'en occupe. Le résultat, c'est que la situation y est terrible. Alors, je dirais que la protestation internationale ne sauve pas toujours, mais le silence, lui, tue presque toujours. Le président du Liban, M. Elias Sarkis, n'a plus l'intention de démissionner. Il doit le dire publiquement dans les heures qui viennent. Il est revenu sur cette intention de quitter ses fonctions, alors qu'un calme précaire continue à régner à Beyrouth et que de multiples démarches étaient faites depuis plusieurs jours pour l'inciter à rester chef de l'État. Retour en Mauritanie du ministre des Affaires étrangères après sa rencontre avec le roi du Maroc. Le nouveau chef de la diplomatie mauritanienne a confirmé auprès d'Hassan II les intentions du nouvel homme fort de Nouakchott, le lieutenant-colonel Salek, d'arrêter la guerre. Reste une inconnue, l'évolution des relations entre l'Algérie et la Mauritanie. Philippe Gassot et Patrice Dutertre, d'Antenne 2, sont sur place à Nouakchott. Il n'a fallu que 3 jours aux nouveaux dirigeants mauritaniens pour régler le problème de la succession et aussitôt les frontières étaient rouvertes, laissant passer les troupeaux conduits au Sénégal en raison de la sécheresse qui frappe la Mauritanie et l'économie depuis 5 ans. Le nouvel homme fort de la Mauritanie, le colonel Salek, ne tient pas à faire durer les choses. Tout semble concorder pour faire passer le coup d'État pour une simple péripétie qui n'affecte en rien la vie des Mauritaniens. Je ne pense pas qu'on puisse me trouver un cachet politique. Communiste, j'en suis tout à fait loin. Socialiste, encore moins, dans la mesure où mon pays, qui est essentiellement musulman, si vous voulez, s'écarte de par bien des écarts du point de vue purement idéologique. Avez-vous été surpris par la décision des Sahraouis d'arrêter les combats? À la suite de leur décision, on peut se demander si vous ne seriez pas prêt à négocier d'une façon ou d'une autre. Je vous dis que ce problème, nous l'envisageons fermement. Nous sommes en liaison permanente avec nos amis marocains qui sont concernés au même titre par ce problème. Et nous avons beaucoup d'espoir qu'ensemble et avec la compréhension du monde entier, trouver une solution à ce problème. La population de Nouakchott semble avoir apporté son soutien au nouveau régime, mais pour connaître l'attitude des 90% de nomades qui peuplent ce pays grand comme 2 fois la France, il faudra attendre des mois. Pour s'installer durablement au palais, les dirigeants mauritaniens vont devoir redresser avant tout l'économie et développer l'industrie minière. Ismaïl Ould Amar, le directeur de la SNIM, la mine de fer qui rapporte 80% des devises au pays, s'est rallié dans les tout premiers au nouveau régime. Comme de nombreux citoyens l'ont déclaré, nous voulons tous faire une croix sur le passé. Plus de haine, plus de ressentiment, plus de règlement de compte. Je crois qu'à titre personnel, s'il y a un reproche, disons, à l'ancien régime, surtout en particulier ces derniers mois, c'est que le pays était laissé à l'abandon. Et cet abandon a conduit à une situation absolument désastreuse.
Selon toute vraisemblance, les Français n'étaient pas prévenus du coup d'État. Pour les coopérants français, après l'effet de surprise, la différence de régime n'est pas sensible. Qu'est-ce qui a changé maintenant dans votre vie quotidienne? Absolument rien. À part le couvre-feu le soir, qui nous empêche de rentrer chez nous, ou de sortir, ou de bouger. Mais bien qu'il ne soit pas respecté du tout. Tout le monde circule à partir de 8 heures. Finalement, ça ne change absolument aucun problème. Il n'y a rien de nouveau, rien de changé. C'est comme avant. Comme avant, apparemment. Il est encore trop tôt pour faire le bilan de la situation nouvelle, mais l'équilibre semble maintenu. Nouakchott signifie en hassanien le carrefour des vents. Ici, le vent a tourné. Actualité française, on va ressortir les urnes demain dans le département de Seine-Saint-Denis pour une élection législative partielle. Le scrutin de mars dernier qui avait donné la victoire à la candidate communiste Marie-Thérèse Gutmann ayant été annulée. Bernard Hinault a retrouvé le sourire. Battu hier, il a remporté aujourd'hui la 15e étape du Tour de France, Saint-Dié-d'Auvergne, Saint-Étienne. Victoire au sprint devant l'Irlandais Kelly et devant Martens. Pas de changement au classement général. Joseph Bruyère conserve son maillot jaune. Cela dit, revenons à Bernard Hinault. Incontestablement, il a été la vedette de l'étape d'hier. Près du million de spectateurs qui bordaient la route du Tour. Daniel Bilalian et Yvon Sergent, qui depuis le début fouillent les à-côtés du Tour, ont braqué leur caméra donc sur Bernard Hinault, et ce, durant toute la journée d'hier, la journée du Puy-de-Dôme. Oh, bon, peut-être un peu à ses débuts, oui, enfin disons très impulsif, un peu l'écorché vif. Qui ne réfléchit pas toujours aux conséquences de ce qu'il va dire ou de ce qu'il va faire. Donc il est très nature, il est très pur, très sain. Malheureusement, on vit dans un milieu et dans un monde où il faudrait être... Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'il reste, pour qu'il devienne un vrai grand champion? Qu'est-ce qu'il va falloir éviter? Éviter, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs d'éviter malgré tout ce que l'on peut lui dire, tous les conseils que l'on peut lui donner au niveau de l'encadrement dans l'équipe. Je ne sais pas si on arrivera à lui faire prendre conscience qu'il est dans une position maintenant où tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire va systématiquement être repris par tout le monde. On va en faire des gros titres et à la limite on finira un jour par le démolir. Ouais. La route elle colle, hein? Oui. Oh là là. Et là ça monte, hein. Tout à l'heure c'était plus facile en descendant. Hein. Ouais, mais les routes qui sont là-bas sont meilleures quand même. Oui, à part certains passages, mais le reste, comment ça va? Non, ça va autrement. Ouais. On était en train de parler de ton caractère, Bernard, avec Cyril. Ah, mais on aura du mal à le changer. On est en train de dire que tu avais bon caractère comme lui. Décontracté. Décontracté, mais tu gueules après tout le monde. Hein? T'en veux à tout le monde et tu gueules après tout le monde. Ouais, ça... Bon, de toute façon, il y a une course cet après-midi. Hein. Ouais. On parlera de ça après le Tour. On est décontracté 2 heures avant de partir, là, où on est déjà un peu tendu, où on fait semblant d'être décontracté. Non, on est décontracté. Ouais. Quand on sent que... qu'on est bien, qu'on n'a pas de soucis, que les mécanos vont bien faire leur travail, les soigneurs, tout ça. Il n'y a pas de soucis à avoir, bon, tout le monde est décontracté. Hein. Même moi, je sais que là, je vais venir manger après, je vais me mettre au lit, je dors. Hein. Ah oui? Ah oui, oui. Jusqu'à 3 heures? Je vais dormir jusqu'à 3h, 2h30, 3h moins le quart. Puis je vais juste descendre là-bas, prof, et partir. 5, 4, 3, 2, 1, top! Et sur la route, alors ça commence, Hinault, champion, on en parlait ce matin avec Cyril, ça va. Oui, je crois que les gens, quand même, commencent à voir que je suis là. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui parlent de vous. Hein. Allez, faut t'accrocher, hein!
C'est comment le Puy-de-Dôme? Ça se monte comment ça? Oh bah, c'est un col qui est très dur. Bon, bah, ça monte pendant 4 km à 12% et sans arrêt. Hein. Il n'y a pas un moment de répit, il n'y a pas un endroit où on peut reprendre son souffle. Non, quand on arrive au pied, c'est parti pour 4 km. Il n'y a pas moyen de doser là, il faut... Ah non, non. Et en plus, étant donné que c'est un contre-la-montre, il faut le faire à bloc. À fond jusqu'en haut. Quitte à arriver presque dans les bas. Quoi. Ouais. Tennis, les Français qui avaient déçu hier en simple ont aujourd'hui battu les Britanniques en double, donc la France n'est plus menée que par 2 victoires à 1 face à la Grande-Bretagne. Demain, rencontre décisive entre De Blicker et Mottram d'une part, Noah et Lloyd d'autre part. Si cela vous intéresse, soyez devant votre petit écran sur Antenne 2 à partir de 14h30. 14 juillet, on a rangé les lampions et on fait le bilan. Les pétards et feux d'artifice ont fait une vingtaine de blessés ici et là. Retour du week-end, message de Bison Futé aux automobilistes, prenez la route demain avant 15h ou bien partez lundi matin. Météo enfin, du beau temps sur la plupart des régions avec des nuages l'après-midi et le soir et quelques orages isolés en montagne. Il fera un peu moins chaud qu'aujourd'hui. Voilà, fin de ce journal. Pierre-Alain sera à votre rendez-vous de 22h45 pour les toutes dernières nouvelles. Avec toute la rédaction d'Antenne 2, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. À demain.